Nous sommes beaucoup de thérapeutes ici, il y a eu beaucoup d'interventions, et ce qui me frappe, et ce qui ne me frappe pas en particulier ici, mais ce qui me frappe dans nos cultures aujourd'hui de thérapeutes, c'est à quel point on parle peu de la souffrance du patient. On oublie presque, quelqu'un a dit tout à l'heure, on veut peut-être même pas, c'est pas un patient, un soignant, sont deux personnes. Et c'est vrai que ce sont deux personnes, mais c'est un patient. Un patient, ça veut dire celui qui endure la souffrance. Et un soignant, c'est celui qui soigne. Et c'est assez intéressant, il me semble, à quel point on a de la peine à revenir à cette question-là, à cette question de la souffrance. On a parlé de mots, alors c'est juste des mots, M-A-U-X, il y a des mots, endurer, mais cette question me paraît importante. Et alors je me suis posé plusieurs questions, et je me pose aussi des questions, on va dire un peu macro, comme ça, puisque je dirige une grosse institution de soins, pour faire quelques observations. D'abord, on est dans un, si on regarde aujourd'hui l'institution du soin, elle a une chose très particulière. On a des symptômes étranges qui apparaissent aujourd'hui. Parmi ces symptômes, par exemple, on se rend compte que, par exemple, dans les critères de validation de la formation des jeunes médecins assistants, arrivent aujourd'hui des réponses de ceux qui contrôlent la formation des gens qui disent mais les assistants n'ont pas assez de temps avec le patient. Il est même arrivé, je parle d'une institution lausannoise, universitaire, où il était calculé qu'un médecin assistant était passé en dessous de la barre des 20% de son temps d'activité destiné au patient et à la relation avec le patient. C'est étrange, hein. Et en même temps, nous sommes tous aussi dans le domaine autant privé, public, que sais-je, c'est dans notre société, pas seulement dans le domaine médical ou thérapeutique, nous sommes tous confrontés aujourd'hui à la somme absolument astronomique d'informations à gérer pour une personne. Ce qui avant était de l'ordre de la confidentialité, aujourd'hui se discute en termes de transparence, d'accessibilité aux informations. Et cette dimension-là prend de plus en plus de place. Alors, c'est une première réflexion, c'est de dire, on a beaucoup d'informations, on a de plus en plus d'informations, on a même des informations jusque dans nos gènes. Vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez aller sur Internet, si vous venez 23andMe, hein, le fameux site Internet, on vous envoie un petit écouvillon et pour $200, on vous fait votre profil génétique et on vous dira exactement, si vous allez sur le site, c'est très joli, c'est indiqué comment vous passez de votre médecin. Plus besoin de médecin, on va vous prédire, on rentre dans l'ère de la médecine prédictive, on va vous prédire votre profil de santé et donc les problèmes que vous allez avoir. Donc des quantités absolument incroyables d'informations qui circulent. Alors ça, c'est un premier élément qui me paraît important, première observation. On va revenir après là-dessus. Je vais poser la question après, l'information soigne-t-elle? Deuxième élément qui est à prendre en compte, et peut-être pour rebondir sur, puisque vous parlez de la cybernétique, vous me renvoyez sur ce sujet, je vais essayer d'être bref. Alors je crois que la première partie, vous l'avez énoncée, et c'était de dire oui, cette période particulière, notamment toute cette période un peu, on va dire, du romantisme, hein, qui a été très fort au XIXe siècle, qui a abouti sur une vision absolument incroyable de l'être humain, cet aboutissement incroyable de notre culture européenne, ou en tout cas judéo-chrétienne, qui est arrivée à s'émanciper du monde divin pour mettre l'homme au milieu, le surhomme, au milieu de tout cela, cette vision-là, cette vision de l'homme, effectivement, a conduit à un désastre absolument spectaculaire. C'est ce qui a fait réagir, effectivement, les gens de l'école de Massy, à l'époque, qui s'étaient posé la question, enfin, qui avaient commencé à faire une analogie, mais en disant il faut, à tout prix, instaurer un anti-humanisme, c'est-à-dire une démarche qui arrête ou qui, en tout cas, contienne cet excès
d'humanité qui devenait de l'humanerie, en fait, hein, quasiment, et qui a fait beaucoup de dégâts. Donc cette autodestruction de l'être humain lorsqu'il pensait être au cœur des choses. Alors c'est vrai que c'était le projet, hein, c'était le projet dans les années 40-45. Mais en même temps, on est parti là-dedans, et ce qu'il y a eu de particulier, c'est la deuxième partie de l'anti-humanisme, et qu'il faut se souvenir, c'est que pour arriver à cela, ce qui a été posé comme équation, c'était de dire l'homme ne peut plus être le centre de l'univers. Ce n'est pas l'homme qui est important, ce n'est pas l'homme qui est au centre de l'univers, c'est l'information. C'est l'information. Et face à l'information, l'homme est l'équivalent de la machine. On n'a même plus parlé de l'animal, c'était plus la logique homme-nature ou homme-animal, c'était ce postulat. Face au traitement de l'information, l'homme égale la machine. Ça, c'était le point de départ dans les années 45-50. Aujourd'hui, je pense qu'on a le terme d'égalité a un peu changé. La machine surpasse l'homme par bien des aspects. Mais c'est une étrange situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Nous sommes dans le monde des machines informationnelles, effectivement. Je crois que je n'ai pas besoin de faire un dessin, on est tous pris dans cet univers-là. Et puis en plus, on se représente, notre culture nous amène une représentation de nous-mêmes qui est purement informationnelle. Si je prends la question même aujourd'hui médicale ou même la psychopharmacologie, ne parle-t-on pas que de neurotransmetteurs, hein, de code génétique, d'informations aussi, c'était toute la question. Hein, vous parlez du verbe que vous associez à l'intention, mais là on est aujourd'hui dans un verbe qui est juste porteur d'un message, d'une information de nouveau. Hein, c'est le médium, quel médium on utilise pour véhiculer cette information. Donc cette dimension prend des proportions qui sont tout à fait spectaculaires aujourd'hui. Vous le savez peut-être aussi, puisque cette question aujourd'hui amène même à une redéfinition du statut d'humanité. Aujourd'hui, on est dans la question du transhumanisme et du post-humanisme. Comment, aujourd'hui, le projet du post-humanisme et du transhumanisme, c'est de savoir comment transférer mon information sur la machine de manière à devenir immortel. L'immortalité a toujours été, revient de façon récurrente selon les cultures. Mais c'est ce projet-là que vous pouvez découvrir quand vous lisez les travaux des post-humains. C'est cette dimension-là. Si vous avez vu cette série suédoise qui s'appelle Real Humans, c'est très intéressant parce que vous voyez que cette série est construite sur la relation que l'homme a avec des robots. Et ces robots, alors on les voit là dans cette série qui sont en action, mais qui sont vraiment l'identique de l'homme. Et ça n'est pas de la science-fiction, parce que si vous allez au Japon aujourd'hui, vous verrez des robots qui réagissent, Vous parliez de résonance tout à l'heure, c'est très intéressant, qui savent être empathiques. Il y a des robots qui ont votre aspect, qui expriment par la gestuelle toute une série d'émotions, d'empathie, des robots qui savent prendre soin de l'autre. Et c'est très facile de faire la connexion, puisque nous avons la théorie des neurones miroirs. Vous savez, hein, les neurones miroirs, c'est si je m'ajuste dans le comportement, dans la gestuelle, à l'autre, il y a quelque chose qui se met en résonance. Si je fais un mouvement qui n'est pas perceptible par l'autre, ou qui ne peut pas engrammer en quelque sorte, il ne se passera pas ce phénomène de neurone miroir. Mais le neurone miroir, c'est lorsque j'observe autrui faire quelque chose, je fais la même chose dans mon système. Et cette simple logique du même, hein, on a quitté l'ère de l'altérité, on est dans la logique de la standardisation, de tout ce qui nous ramène à des plus petits communs dénominateurs, permet même de mettre en route des choses comme ce qu'on appelle l'empathie, par
C'est toute cette dimension de résonance affective qui est exprimée. C'est très troublant, ces choses-là, hein, parce qu'on est dans ce malaise, et c'est ce qu'il y a dans cette série très intéressante, je trouve, je regarde en ce moment, donc je vous en parle, mais qui met bien en évidence ce malaise qu'il y a d'un seul coup d'avoir une machine émotionnelle face à soi. Et on a cette propension dans notre société à... Alors c'est bien, on parle de l'amour, on parle des liens, des relations, de la résonance, de l'empathie, de choses comme ça. Et puis tout de suite, on en fait des machines qui fonctionnent très très bien, uniquement sur le paradigme informationnel. Voilà, ça c'est un autre élément. Il y a un autre élément qui me préoccupe, que j'aimerais aborder. C'est qu'on a aussi, depuis le siècle des Lumières, on est rentré dans notre culture aussi, c'est une vieille histoire qui remonte au Moyen-Âge, mais qui s'est manifestée surtout au siècle des Lumières, sur ces choix qu'a dû faire notre culture à un moment donné entre le monde des choses et le monde des représentations, ou même pas des représentations, des perceptions. Les latins disaient entre le monde de la res c'est la chose, c'est le fait, hein, la res qui donnera raison du reste. Et puis les voces, les voix, ce que je perçois, ce que je reçois aussi. Hein, c'est ça, le monde des voix. Ça a été ce qu'on appelait la querelle des universaux. Ça a duré à peu près 3 siècles entre le Moyen-Âge et la Renaissance, pour se dire, par quoi sommes-nous déterminés? Par les choses, par le monde factuel, ou par ce qui nous inspire? Je vous laisse deviner ce que notre culture a choisi. Mais cette dimension-là est importante, c'est-à-dire qu'on a choisi le monde des faits. Et on est allé assez loin là-dedans. Et en termes de médecine et de soins, on a eu 2 étapes qui ont été très fortes. D'abord, une première étape qui était liée au positivisme, qui était de dire seuls les faits comptent. Hein, mais la médecine est arrivée un peu plus tard là-dedans. Alors on s'est intéressé aux faits du patient. Et puis, petit à petit, on a commencé à dire le patient, si lui se mêle trop par ce qu'il ressent de ce que j'observe chez lui, alors à ce moment-là, je vais avoir une vision faussée. Ça, c'est la première étape. Et pourtant, le serment d'Hippocrate, qui est le serment qui pose le contexte médical ou le contexte de soins, hein, ce serment d'Hippocrate, il a été important parce que pendant plusieurs siècles, il a posé le contexte. Ça a été la base, alors éthique, mais déontologique aussi, et c'est ce qui a posé le contexte et l'intentionnalité. Ce serment d'Hippocrate était assez intéressant parce qu'il exigeait la confidentialité de l'information. Hein, il était dit, du reste, les cliniciens, la médecine clinique, jusqu'au milieu du XXe siècle, disaient que si je veux percevoir la maladie, si je veux la connaître, je ne peux la percevoir qu'au travers de son expression singulière par le patient lui-même. Donc il n'y a que le patient qui, par sa singularité, pourra me dévoiler la maladie. Donc, ça n'est que par la subjectivité du patient, on dirait aujourd'hui, que je peux découvrir la maladie dont il souffre. C'était très fort comme élément. Sauf qu'après, on a fait ce qu'on appelle les réformateurs de la médecine, sont venus et ont dit non, stop. D'abord, on ne peut pas se fier à ce que ressent le patient. Il s'agit de faire la démonstration factuelle de ce qui est la cause de sa souffrance. Et deuxième élément, c'était on ne peut pas se fier aux soignants. Nous ne pouvons pas nous fier aux médecins pour l'appréciation de la maladie de l'autre. C'est le principe de ce qu'on appelle aujourd'hui l'evidence-based medicine. Hein, je ne peux pas avoir confiance dans ce que fait un médecin dans son cabinet. Il faut se référer aux données issues de la littérature internationale pour savoir ce qui est fait. Et c'est ça qui régit aujourd'hui le soin. Hein, mais alors là, je parle de la médecine somatique, mais je peux l'amener dans le domaine de la psychiatrie ou de la psychothérapie, puisque le DSM est tout à fait construit sur ce type de modèle aussi. C'est cette tentative d'objectiver, Jean-François Malherbe dirait d'objectifier aussi le sujet, qui est là en permanence pour nous rappeler que on ne fait pas confiance dans ce que ressent le patient et l'on ne fait pas confiance dans ce que ressent le soignant. Et ça, c'est notre
monde du soin d'aujourd'hui. On peut prendre quelques petits exemples, hein, mais aujourd'hui, si vous allez à l'intuition, alors Gérard disait que j'ai effectivement travaillé dans des cliniques anthroposophiques où on peut travailler en disant je vais à l'intuition, je sens dans la relation, j'ai une relation thérapeutique avec un patient, je peux m'en imprégner au point même de laisser aller mon intuition trouver le médicament qui lui conviendra. Hein, qui est de dire même si l'anthroposophie utilise l'homéopathie, par exemple, elle va mettre de côté les répertoires homéopathiques pour dire non, c'est la connaissance intuitive du médicament et de la personne qui est en face de moi qui me permettra de trouver le bon ajustement. Imaginez ce que ça donne ça aujourd'hui si vous le pratiquez dans un cabinet. Vous avez la moindre complication, on va vous dire mais vous êtes complètement fou, vous n'avez pas suivi les guidelines. Hein, c'est toujours la référence dès qu'on a un problème aujourd'hui. C'est absolument impensable de ne pas se référer à l'information commune et standard qui est utilisée dans les faits. Voilà, ça c'est l'autre élément. Donc une méfiance et une défiance à l'égard de l'humain. C'est peut-être ce qui caractérise le plus, de mon point de vue, notre société en grande partie aujourd'hui. On n'a plus confiance, on ne se fait plus confiance et on n'a pas confiance dans l'humain, dans sa capacité. On préfère aujourd'hui utiliser les machines dans lesquelles nous avons davantage confiance. Donc, l'information soigne-t-elle et les faits soignent-ils? C'est ça la question que je souhaite poser. L'information, vous le savez bien. Alors, j'aimais bien cette question de la justesse. Mais on sait aussi, par expérience dans la thérapie, que ce que vous dites, c'est le sens de ce que vous dites, ou les mots que vous utilisez. Très souvent, le patient vous dit tout autre chose. Vous n'avez jamais eu des patients qui vous disent « Ah, mais alors vous savez, moi, ça m'a complètement changé le jour où vous m'avez dit ceci ou cela. » Vous dites « Mais c'est pas possible, j'ai jamais dit un truc pareil. » C'est extraordinaire. Hein? Vous voyez, vous devenez d'un seul coup le support de l'intention ou l'attente aussi du patient qui s'en fout complètement de ce que vous dites. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui que le patient, en termes d'information, il vient chez vous, il a déjà toutes les informations. Hein, il est passé sur Internet, il a vu toutes les comparaisons, il a la liste des études, et puis il dit maintenant je veux ça parce que c'est ce que j'ai trouvé par les informations, par moi-même. Mais c'est juste, c'est aussi, on est dans l'ère de l'empowerment, hein, donc les patients se débrouillent. Donc ça, c'est un premier élément qui est déjà assez particulier. Donc le sens des mots, ce n'est pas sûr qu'ils soignent. Vous pouvez dire, et c'est des choses que Gérard enseigne bien, ça aussi, on peut dire des choses sur un ton, il suffit de changer le ton, puis ce que vous dites change complètement aussi. Donc c'est pas l'information contenue qui a de l'effet, c'est tout autre chose. Hein, c'est l'interligne, c'est le contexte justement qui va plus agir. Donc ça c'est un premier élément. C'est de se rappeler que les mots, les informations ne soignent pas. Mais on a mis du temps. Hein. L'école de Nancy en hypnose, le principe de la suggestion, c'était de dire la suggestion est telle, pour reprendre les termes qu'utilisait Cyrulnik un peu plus tard sur l'affectif, il disait les suggestions, les paroles sont des molécules affectives qui circulent. Hein, c'est ça qui est porteur de quelque chose. Puis après, on sait que finalement, c'est pas dans le mot que réside l'effet. Idem pour la question de la chose, des faits. Vous pouvez avoir en médecine, on le sait bien, vous pouvez avoir deux personnes qui ont la même pathologie, le même fait objectivable. Hein, tout à fait identique et comparé. On sait bien faire ça aujourd'hui. On fait des populations de patients qui ont les mêmes choses. Donc on les met ensemble. Mais si l'on repose la question du soin, est-ce que les deux personnes vont être soignées de la même manière si elles perçoivent des choses différentes? On peut trouver des personnes qui disent « je souffre d'une maladie », ça peut être d'une pathologie qui peut être grave, mais qui disent « mais j'ai jamais été aussi bien de ma vie ». Ça s'entend aussi. Les personnes le disent parfois.
ou d'autres sont très mal. Mais vous avez aussi des personnes qui souffrent, mais sans avoir de faits objectivables qui permettent de le dire. C'est la longue histoire des douleurs chroniques et toutes ces choses-là. Hein. Mais vous n'avez rien. Pourquoi souffrez-vous? Ah non, mais j'ai mal dans mon genou. Vous ne voyez pas? Alors on va refaire un autre examen et un autre examen. Donc tous ces éléments-là montrent aussi que la question de la souffrance du patient, celui qui endure la souffrance, je reviens au patient, hein, qui n'est pas le client. Le client, c'est celui que je protège, mais le patient, c'est celui qui endure la souffrance. Celui-ci n'est pas forcément soigné par des faits. Il peut l'être, bien sûr, comme on peut aussi être soigné par des mots, mais c'est pas la panacée, on va dire. Donc, si les mots ne soignent pas forcément, si les faits ne soignent pas forcément, que nous reste-t-il? Et c'est là où il y a une question probablement intéressante à aborder. C'est de savoir ce que veut dire soigner. Enfin, oui, qu'est-ce que c'est que cette question? Quand je vais chez un boulanger, dans une boulangerie, je m'attends à trouver du pain. Et généralement, de l'autre côté, il y a effectivement un boulanger qui a préparé du pain. Donc ça marche assez bien. Chez un banquier aussi, généralement, je peux aller et je sais à quoi m'attendre. Mais à quoi puis-je m'attendre lorsque je vais chez un soignant? C'est quoi cette fameuse relation? C'est sur quoi allons-nous nous mettre d'accord? Ça a été évoqué tout à l'heure. Hein, ou on peut être en désaccord aussi, mais même si on est en désaccord, on est quand même sur quelque chose qui nous identifie l'un et l'autre. Hein, et ça, c'est un élément extrêmement important. Et c'est là où intervient aussi cette notion de contexte, c'est-à-dire que le contexte culturel, social, c'est le lieu où se rencontrent des intentionnalités. Ce soir, si nous n'avions pas des intentionnalités communes, nous ne serions pas là. Ou si moi, ce soir, je commence à vous faire un discours politique ou ésotérique, ou tout ça, vous dites il s'est trompé de salle, ou alors il est ambigu, c'est-à-dire qu'il exploite cette situation à d'autres fins, avec une autre intention. Vous voyez? Cet ajustement-là, des milliers de fois par jour, on le fait. Chaque personne que l'on rencontre, on le fait en fonction, tiens, quelle est son intention, quelle est mon intention, est-ce qu'on se rencontre là-dessus? Si je veux trouver du pain à la boulangerie, il faut bien que cela fonctionne aussi et qu'en face, le boulanger puisse aussi préparer son pain. Donc cet élément est extrêmement intéressant. Mais il se pose quand même la question de savoir ce qu'est soigner. Et aujourd'hui, on a une sorte de... On est passé un peu partout, on a eu la pluralité des valeurs. C'était l'expérience de la Fondation Ling, hein, dans laquelle nous avions exploré durant de nombreuses années. Le pluralisme des modèles, des pratiques et tout cela. On a aujourd'hui toutes sortes de... puisque je m'occupe des hôpitaux, aujourd'hui, ce qui était au XIXe siècle se faisait quasiment avec 3 professions, ou 2. C'était le médecin, l'infirmière, qui en plus était généralement une religieuse à l'époque, et puis il y avait un élu local. C'était ça le fonctionnement de l'hôpital, comme on l'a connu jusqu'à 15 ans en arrière. Et aujourd'hui, ça a changé. Mais aujourd'hui, on a plus de 200 professions dans un hôpital. 200 professions. Et ils font quoi, tous ces gens? C'est particulier comme situation. Puis l'hôpital, c'est un mélange entre l'hôtel, l'aéroport, la gare, enfin, on ne sait pas trop. Alors, c'est là où revient cette question principale, qui est de dire que signifie soigner. Qu'est-ce qui fait que depuis cette particularité de l'être humain, qui est d'un être social, qui est d'avoir désigné depuis la nuit des temps un des siens pour cela, du chaman jusqu'aux soignants d'aujourd'hui, il y en a toutes sortes, hein, il y a cette particularité chez l'être humain de désigner quelqu'un dans la collectivité pour prendre soin, effectivement, et pour quelque chose de... Comme le boulanger, hein, il est arrivé même avant le boulanger, mais quelque chose d'assez précis. Oui, alors je pense qu'on se rapproche, on est en lien avec la souffrance, et c'est probablement en lien avec le soulagement de la souffrance. Hein, c'est accompagner probablement quelqu'un pour voir comment on peut trouver, ou la personne peut trouver, ou on peut lui trouver un soulagement à ses souffrances.
c'est sans doute ce qui est la dimension la plus archaïque de la relation thérapeutique, de la relation qui soigne. Autrement dit, s'organise pour avoir des gens qui s'occupent de cette question de la souffrance de la société, enfin des gens. Oui. Donc on crée des hôpitaux, on crée des métiers, médecins. Oui. C'est votre job, c'est à vous de vous occuper de ça, pareil. Oui. C'est ça. Alors il y a de ça, mais en même temps, on le voit bien, cette question, on ne peut pas la résoudre de cette manière. On sait très bien aujourd'hui que si nous voulions que toutes les souffrances de l'être humain soient traitées par les soignants professionnels ou des institutions de soins, on n'y arriverait jamais, je veux dire. On est déjà aujourd'hui, quand vous voyez tout ce qu'on consacre aux soins, hein, c'est énorme. C'est énorme, mais ça n'est de toute façon pas suffisant. Il y a une autre dimension, parce qu'il y a aussi une compétence propre pour soulager ces souffrances. Et il y a des situations dans lesquelles nous n'avons pas cette compétence, enfin, où on n'a pas accès à cela, et où l'accompagnement peut devenir quelque chose d'intéressant. La question de l'écoute, de l'attente, si vous allez... Moi, ce qui m'a beaucoup troublé, c'est quand je suis allé rencontrer et voir travailler les guérisseurs. Vous allez dans la campagne et vous allez chez un guérisseur. Vous essayez de regarder, en fonction de vos standards, de la qualité relationnelle, ce qui se passe entre un guérisseur et un patient qui vient. Vous savez, je me souviens de séances, le guérisseur, la clope au bec, qui est là, qui dit c'est qui? C'est vous? N'est là. Qui se tait. Il dit c'est quoi? Il dit deux mots, puis il dit bon. Mais... Et il se passe des choses incroyables. Il y a 200 personnes qui sont là. Puis ces 200 personnes qui attendent dans la salle d'attente, elles savent qu'il va se passer quelque chose. Parce que les guérisseurs, s'il ne se passe rien, il n'y a plus personne. Et si vous prenez tous nos codes, on a des codes comme ça qu'on a acquis dans nos professions qui sont très... On se dit c'est la qualité de l'écoute, c'est la qualité relationnelle, il faut être bienveillant envers le patient. Puis là, en fait, on ne retrouve pas cela. Et on a quand même un effet. C'est très troublant, cette question-là. Mais ce que vous dites aussi est très intéressant, c'est-à-dire que intéressons-nous un moment, alors pas à ce dont vous avez besoin comme thérapeute, mais à ce que fait le patient. Le patient pour aller chez un guérisseur, pour aller chez vous en thérapie, de ce que ça représente dans son existence, de devoir réserver des moments, placer ses enfants, le temps de la consultation, s'investir. Tout ce cheminement est déjà pour arriver à ce moment. On sait très bien que très souvent, une personne qui arrive en première consultation, on a attendu quelque temps parce qu'on n'avait pas de place au cabinet, puis la personne dit, elle décommande, puis elle dit non, ça va bien. Hein? Il y a tout ce travail absolument extraordinaire qui se fait. Alors, outre l'intention du soignant de soigner, de soulager, c'est ce que fait le patient, et il en fait énormément. Il en fait beaucoup plus généralement que ce qu'on lui prête. Alors c'est vrai qu'on peut s'intéresser à son histoire, à son anamnèse, mais en même temps, ce qui a probablement de plus précieux dans la rencontre thérapeutique, c'est ce qui l'a fait venir. Comme vous aujourd'hui lorsque vous venez. Ce qui vous mobilise pour réserver une soirée et venir au séminaire ici, c'est des choses, c'est toute une énergie que vous mobilisez. Vous êtes en train de créer une attente, vous êtes déjà, alors vous l'avez exprimé dans vos différentes phrases, mais cette dimension-là, elle est déjà extrêmement présente chez le patient. Et c'est ça qu'il vient nous apporter. Ce n'est pas forcément ce que nous pensons être... Comment dire, on est aussi dans une société, on a hérité, je crois qu'on change un peu, mais on a hérité d'une société qui a toujours cherché le sens caché. Ce que me dit une personne, ce que me livre la personne qui est en face de moi, n'est pas la vraie chose. N'est pas la chose authentique, si on pense. C'est pas la vraie chose. Il y a quelque chose derrière, que moi, comme soignant, comme professionnel, comme tout ça, je sais ce qui se cache là derrière. Amilcar parlait de Freud tout à l'heure qui tâtonnait, mais en même temps, quelle présomption aujourd'hui, enfin moi je le vois comme ça, à l'époque c'était tout autre chose, hein, il faut se remettre dans l'époque, mais quelle présomption oui, courage, mais en même temps aussi de dire, voilà, je sais ce qui se passe dans votre inconscient, parce que vous avez exprimé telle ou telle chose. Hein, ça va très très loin, donc on a de la peine à admettre simplement ce qui est. Je crois que vous parliez de ça aussi tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce qui est là simplement maintenant? Alors ce qui est là maintenant, je pense que tout est donné là-dedans.
tout est donné. Et c'est vrai que je mets entre parenthèses la question, comment dire, du fait pathologique qui doit être suivi parce que l'on sait comment suivre une pathologie. Mais si on est dans le domaine thérapeutique et la rencontre, mais je ne suis même pas sûr, et moi j'utilise pratiquement jamais l'anamnèse. Même lorsque je vois une personne pour la première fois. Ce que je veux dire, c'est que quand on met à l'exception et entre parenthèses de la question de la médecine somatique qui suit une pathologie particulière, dans la relation latente d'un patient à trouver le soulagement à ses souffrances, personnellement, je vérifie que l'anamnèse, c'est-à-dire lui reposer des questions, avoir son historique pour essayer de deviner ce qui, dans son histoire, aurait pu créer comme problème ou pas, n'est pas forcément nécessaire. Parfois ça l'est, c'est très bien, mais parfois pas. Et c'est cette dimension qui est intéressante, c'est que tout est donné dans ce moment de la relation, dans cet instant, et dans cet instant où le patient, celui qui endure la souffrance, vient en attendant quelque chose. C'est lui qui peut le dire. C'est pas vous qui pourrez dire ce qu'il attend. C'est pas juste une rencontre entre deux personnes, c'est une rencontre orientée. Hein? Et elle est orientée par cette rencontre des intentionnalités. Quelle est l'intention du patient? Quelle est l'intention du soignant? Et quand on parle, et je reviens au contexte hippocratique, qui est essayer d'éviter l'ambiguïté, de dire, quand on fixe la chose en disant, cette rencontre de personne à personne, vous avez utilisé le terme aimer, par exemple, hein, vous utilisez très affection, tous ces éléments-là. C'est très intéressant de savoir que dans ce code antique de la relation thérapeutique, ce qui est posé, c'est d'éviter l'ambiguïté, c'est-à-dire c'est d'orienter vraiment le soin dans une orientation bien précise et qu'il n'y ait pas confusion avec d'autres choses, avec la relation affective, sexuelle, intéressée financièrement ou des choses comme ça. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Et je pense que c'est la qualité du réglage de cette intentionnalité qui va être extrêmement intéressante. Parce qu'il y a des patients qui viennent pas dans l'intention d'être soignés, d'abord, de soulager leur souffrance, ils peuvent avoir d'autres raisons. Et puis, c'est un grand débat, ça. Hein. C'est pas une petite affaire. C'est un grand débat dans notre société. Hein, autour, je vous rappelle toutes les réflexions sur l'assurance invalidité et tout ça. Est-ce qu'on va chez le médecin vraiment pour cette intention? Toute la question des arrêts de travail, enfin tout ça. Bref. Et donc on doit pouvoir régler cette intentionnalité. Et le médecin, lui aussi, enfin le médecin ou le thérapeute, le soignant, lui, doit aussi pouvoir le régler. Est-ce qu'il a vraiment est-ce qu'il s'installe vraiment dans l'instant d'une relation, dans cette intention d'être orienté vers le soulagement de la souffrance? Et je pense, en tout cas pour ma part, que c'est vraiment là-dessus. Et une intentionnalité, des intentions qui se rencontrent par rapport à cela n'ont pas besoin de mots, pas forcément, ou très peu. Parfois oui, parfois non. Pour certains, ça va passer par les mots, puis pour d'autres, ça va passer par le silence. Et c'est ça la définition du contexte aussi, puisque ça a été évoqué tout à l'heure. C'est ce qui lie le texte, c'est ce qui donne un sens, c'est ce qui charge le texte de quelque chose, le contexte. Sans le contexte, ce sont des lettres juxtaposées. Et c'est bien ce contexte-là qui est probablement qu'il est intéressant d'explorer pour nous. Et c'est cette chance dans la thérapie relationnelle, c'est de pouvoir avoir comme principal et seul outil ce qu'il y a de plus simple, qui est cette dimension du contexte. Et on peut même rentrer dans une forme d'humilité, puisque vous parliez de ça tout à l'heure aussi, une forme d'humilité qui est de laisser faire le contexte. Hein, on n'a pas besoin d'y mettre son grain de sel.